La chance est-elle une illusion ou une force fondamentale de l'univers? Et si la physique quantique nous donnait la clé, non seulement pour comprendre le hasard, mais aussi le mystère de la conscience? C'est le sujet du jour. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui a vraiment quitté les laboratoires de physique pour s'inviter au cœur des plus grands mystères de l'existence, le hasard. Et surtout, comment la physique quantique a fait voler en éclats notre conception d'un univers, disons, prévisible. Exactement. Et ça nous amène à une question centrale, une vraie ligne de fracture dans le monde scientifique. Ce hasard fondamental, cette imprévisibilité qui est inscrite dans les lois de la nature, est-ce que c'est un simple phénomène confiné au monde subatomique? Ou bien est-ce que ses implications sont si vastes qu'elles pourraient éclairer l'un des derniers grands territoires inexplorés, la conscience humaine elle-même? C'est précisément là que se situe notre débat. Je défendrai une position, disons, plus prudente, en arguant que si le hasard quantique est bien réel, l'extrapoler au fonctionnement de la conscience est un saut périlleux. Une démarche qui, pour l'instant, manque de fondements scientifiques solides. Et de mon côté, je soutiendrai que ce hasard, que les physiciens qualifient d'ontologique, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'essence même de la réalité, eh bien, il ouvre des perspectives fascinantes et peut-être même nécessaires pour comprendre l'esprit. Très bien. Alors, lancez-vous. Ma position de départ est assez simple en fait. La mécanique quantique nous a forcés à abandonner un rêve vieux de plusieurs siècles, celui du déterminisme. Fini le fameux démon de Laplace, cette intelligence imaginaire qui, en connaissant la position de chaque atome, pourrait prédire l'avenir. La physique nous dit maintenant que c'est impossible, même en théorie. Comme l'a brillamment démontré le prix Nobel Alain Aspect, le résultat d'une mesure quantique est choisi de façon purement aléatoire, au tout dernier moment. Ce n'est pas dû à notre ignorance, à des variables cachées qu'on ne maîtriserait pas, non, la nature fonctionne comme ça. Et cette rupture, elle ouvre la porte à des modèles de la pensée qui ne sont pas des simples algorithmes, comme le suggère un esprit aussi brillant que le physicien Roger Penrose. Sa théorie, la réduction objective orchestrée, ou OR, va même jusqu'à pointer un coupable potentiel. Les microtubules au cœur de nos neurones, qui pourraient être le théâtre d'effets quantiques donnant naissance à la conscience. D'accord. Je comprends parfaitement l'attrait de cette idée. Elle semble offrir une issue élégante à un problème incroyablement complexe. Et j'accepte, bien sûr, le postulat de départ. Le hasard quantique, c'est un fait établi, personne de sérieux ne le conteste aujourd'hui. Cependant, l'appliquer au cerveau, c'est se heurter à un mur. Un mur que les physiciens connaissent très bien, la décohérence. Le cerveau, c'est un environnement qu'on décrit comme chaud, humide et bruyant. C'est tout le contraire de ce qu'il faut pour maintenir de fragiles états quantiques. Le physicien Max Tegmark a fait des calculs qui sont devenus une référence. Et il montre que le moindre état de superposition quantique dans un neurone serait anéanti par les interactions avec son environnement en un temps ridiculement court. On parle de la femtoseconde, soit 10 puissance moins 15 secondes. C'est comme essayer d'allumer une bougie au milieu d'un ouragan. La flamme de l'état quantique est soufflée instantanément, bien avant d'avoir pu influencer un processus neuronal qui, lui, se déroule à l'échelle de la milliseconde. C'est 1 million de milliards de fois plus lent. Le philosophe David Chalmers a résumé ça avec une formule un peu ironique mais juste. Vouloir expliquer un mystère, la conscience, par un autre, la mécanique quantique, ne résout rien. C'est ce qu'il appelle la loi de la réduction du mystère. L'argument de la décohérence est puissant, je le concède. C'est l'objection majeure. Mais je pense qu'on ne peut pas l'utiliser pour clore le débat aussi vite. La théorie Orch-OR de Penrose et Hameroff, ce n'est plus une simple spéculation théorique. Elle a suscité des recherches expérimentales qui, même si elles ne prouvent rien de définitif, sont pour le moins troublantes. Par exemple, certaines études suggèrent que les anesthésiques généraux, ces substances qui éteignent la conscience de manière réversible, agissent précisément en inhibant certaines vibrations quantiques dans la tubuline, la protéine qui compose les microtubules. Le lien est direct et spécifique. Un lien, peut-être. Mais est-ce une preuve de causalité? Corrélation n'est pas raison. C'est plus qu'une corrélation. C'est un mécanisme d'action plausible. Et ce n'est pas tout. Très récemment, un effet quantique collectif nommé la superradiance a été observé en laboratoire, dans des réseaux de tryptophane. Ce sont des acides aminés qu'on trouve justement dans ces microtubules. La superradiance, pour simplifier, c'est la capacité pour des particules de se synchroniser pour émettre de la lumière de façon collective et intense. Le fait d'observer ça dans des structures biologiques, c'est un peu comme découvrir qu'un orchestre peut jouer une symphonie parfaite au milieu du bruit d'un chantier.
Ça suggère que des mécanismes de protection contre la décohérence pourraient exister dans le vivant. Vous mentionnez ces expériences, et oui, elles sont techniquement impressionnantes. Cependant, le problème, c'est de passer de cette observation en laboratoire dans des conditions pures, ultra contrôlées, à la réalité biologique d'un neurone. In vivo, l'environnement est radicalement différent. Ces microtubules ne sont pas isolés. Ils baignent dans une soupe cellulaire incroyablement complexe entourée de myriades d'autres protéines. Et l'une d'elles, la ferritine, est particulièrement problématique pour cette hypothèse. Il a été démontré que la ferritine interagit physiquement avec les microtubules et surtout qu'elle absorbe les photons ultraviolets. Dans une cellule réelle, cette simple présence suffirait probablement à empêcher tout phénomène de superradiance. Du coup, l'obstacle de la décohérence, l'ouragan dont je parlais, reste entier. On ne peut pas simplement ignorer la biologie réelle de la cellule. D'accord, l'obstacle biologique est réel, complexe. Mais, et si on changeait d'échelle ? Si le hasard quantique n'était pas seulement un mécanisme interne au cerveau, mais une sorte d'interface avec quelque chose d'extérieur, comme l'intention humaine. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges et nous mènent vers des recherches beaucoup plus controversées, je l'admets. Je pense aux expériences menées en parapsychologie qui utilisent des générateurs de nombres aléatoires, des GNA, dont le fonctionnement repose sur des processus quantiques. L'idée est de voir si un opérateur humain peut, par sa seule intention, biaiser la sortie de ces appareils, qui sont par définition imprévisibles. Mais attendez, là on quitte complètement le domaine de la physique pour entrer dans celui de la pseudoscience. Comment peut-on sérieusement mettre sur le même plan une expérience de physique des particules et les données du Global Consciousness Project ? Je ne les mets pas sur le même plan. Je dis simplement que certaines méta-analyses, en compilant des centaines de ces études sur les GNA, rapportent des effets qui sont statistiquement significatifs. Alors oui, ils sont infimes, à la limite du bruit statistique, mais ils persistent. Et le Global Consciousness Project a poussé cette idée à l'extrême, en postulant qu'une conscience globale pourrait influencer un réseau mondial de GNA lors d'événements planétaires majeurs, comme les attentats du 11 septembre 2001. Et c'est précisément pour cela que la communauté scientifique, dans sa très très grande majorité, reste plus que sceptique. Après plus d'un siècle de recherche, la parapsychologie n'a jamais été capable de produire la moindre preuve, objectivement vérifiable et, surtout, reproductible. Jamais. Les effets statistiques que vous mentionnez sont presque toujours expliqués par des biais méthodologiques connus. Il y a le biais de publication, le fameux effet tiroir, on publie les quelques études qui marchent et on oublie les centaines qui échouent. Il y a les failles dans les protocoles et il y a l'analyse statistique post-hoc qui consiste à chercher des motifs dans le bruit après coup. D'ailleurs, concernant le Global Consciousness Project, une réanalyse rigoureuse de leurs propres données, menée par le statisticien Peter Bansell, a conclu que les résultats ne soutiennent absolument pas l'hypothèse d'une conscience globale. Il suggère plutôt un effet orienté vers un but de la part des chercheurs d'eux-mêmes qui, inconsciemment ou non, finissent par trouver ce qu'ils espèrent découvrir. C'est un classique. Un rejet aussi catégorique me semble tout aussi peu scientifique. Le rôle de la science, c'est aussi d'examiner les anomalies. Mais laissons ça de côté. Revenons au cœur de la physique, la nature même du hasard quantique. Est-ce une simple ressource pour nos technologies ou une porte vers une autre compréhension de la réalité ? L'expérience d'Alan Aspect sur les inégalités de Bell a prouvé une chose ahurissante. L'univers ne fonctionne pas comme une horloge. Deux particules intriquées peuvent rester connectées instantanément, peu importe la distance. Cette non-localité, elle est si réelle et si étrange qu'elle nous force à remettre en question nos intuitions sur la causalité, sur la séparation. C'est ce hasard pur qui nous permet de créer les générateurs de nombres aléatoires les plus sécurisés possibles. N'est-ce pas une raison suffisante pour rester ouvert à des phénomènes qui semblent eux aussi défier la causalité classique ? Il est absolument crucial de ne pas tout mélanger. La distinction entre une application technologique rigoureuse et une spéculation métaphysique est fondamentale. La cryptographie quantique que vous évoquez utilise la non-localité et le hasard quantique de manière contrôlée, mesurable et vérifiable pour créer des systèmes de communication inviolables. Ça, c'est de la science appliquée, solide, brillante. En revanche, faire ce que j'appelle un saut quantique de la logique, en affirmant que parce qu'il y a l'intrication, alors la télépathie devient plausible, c'est une extrapolation totalement injustifiée. Il n'y a pas de pont logique entre les deux. Et pourquoi ce récit injustifié ? Les deux phénomènes semblent violer l'idée d'une séparation stricte entre les objets. Parce que l'un, l'intrication,
est un phénomène physique qu'on mesure, qu'on reproduit des milliers de fois par jour dans des laboratoires du monde entier selon des protocoles stricts. L'autre, la télépathie, relève d'un domaine qui n'a jamais, en plus de 100 ans, réussi à prouver l'existence de son objet d'étude selon les standards scientifiques les plus élémentaires. Le lien que vous suggérez n'est qu'une analogie poétique, pas une démonstration scientifique. Utiliser le vocabulaire de la quantique pour donner un vernis de crédibilité à des idées qui n'en ont pas, c'est une confusion des genres dangereuse pour la science elle-même. Je vois notre désaccord comme une tension créative. Cette discussion, au fond, met en lumière le fait que le hasard quantique a définitivement enterré la vision d'un univers mécanique. Et les hypothèses qui le lient à la conscience, même les plus audacieuses, nous obligent à repousser les frontières de nos disciplines, à questionner la place de l'esprit dans le monde physique. Historiquement, l'étude des anomalies, c'est souvent le moteur des plus grandes révolutions scientifiques. Je dirais plutôt que notre échange a tracé avec force la frontière, ténue mais essentielle, entre la science établie et la spéculation. Le hasard quantique est une réalité physique fascinante, avec des applications concrètes qui transformeront notre monde. Mais l'invoquer comme une réponse magique à tous les mystères, sans mécanisme prouvé et en ignorant des obstacles physiques comme la décohérence, ça nous éloigne de la démarche scientifique. La rigueur exige que nous construisions des ponts solides entre les théories et les faits, pas que nous fassions des sauts de foi. La considération de multiples perspectives reste cependant essentielle et la richesse des sources que nous avons abordées invite, sans aucun doute, à une exploration plus poussée. Merci de nous avoir écoutés. C'était le podcast de Philippe. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous aider à atteindre les 2000 abonnés et à partager notre podcast. À très bientôt.